Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission Checkpoint en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce magnifique plateau. On va passer plus d'une heure et demie ensemble à discuter avec des chercheurs absolument extraordinaires, avec des gens de la Fondation pour la recherche médicale pour parler d'environnement et de santé. Je ne sais pas si vous le saviez dans le chat, dites-moi si vous le saviez, mais on est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. C'est la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui, et en ce 5 juin donc. Et donc on a voulu faire une émission spéciale santé et environnement. La dernière émission de Checkpoint que vous avez pu regarder la dernière fois, on parlait de santé mentale. Si vous ne l'avez pas encore vue, courez la voir sur la chaîne YouTube de la Fondation pour la recherche médicale. Je ne suis pas tout seul sur ce plateau puisque je suis avec Valérie Lemarchandel. Bonjour Valérie. Bonjour Jean. Tu vas bien? Très bien. Très content d'être avec toi à nouveau. Moi aussi. Sur ce plateau. Valérie, tu es directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la Fondation pour la recherche médicale? Tout à fait. Donc la FRM, pour faire court, c'est une organisation à but non lucratif, donc une fondation qui, ça c'est important, est indépendante financièrement. Donc tout ce que fait la fondation, elle le fait uniquement grâce aux dons et aux legs qui sont consentis par des particuliers ou des partenaires. Donc indépendant par rapport à l'État, indépendant Exactement. par rapport aux industries, indépendant... Nous ne recevons aucune subvention publique. Donc la FRM, c'est aujourd'hui un acteur incontournable, un acteur majeur dans l'écosystème de la recherche biomédicale publique en France. Et la FRM, en fait, a 2 missions. Sa première mission, c'est d'apporter un soutien financier à des projets de recherche que la Fondation choisit, avec le but de contribuer à faire avancer les connaissances dans le domaine de la santé. Et une autre mission qui est vraiment indissociable, c'est celle d'informer le public sur les enjeux et les résultats de la recherche, et donc de sensibiliser le public à l'importance de la recherche et surtout à la nécessité de soutenir cette cause. Pourquoi c'est important que la FRM soit une fondation? C'est quoi une fondation par opposition à, je sais pas, une association, une entreprise, une coopérative, je ne sais pas, c'est quoi une fondation? Une fondation, c'est donc une structure caritative. Les statuts sont différents d'une association. Par exemple, la fondation a une dotation, une dotation initiale qui lui permet de pérenniser en fait son action. Et nous avons en fait une mission sociale, donc on a une mission d'intérêt général. Mission d'intérêt général, et la FRM est aussi reconnue d'utilité publique. Reconnue d'utilité publique. C'est un agrément très particulier tout à fait, et très important. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous financez des recherches. C'est pas vous qui faites les recherches directement, vous financez les gens qui vont les faire. Tout à fait. On fonctionne par appel à projet. Donc un appel à projet, c'est une offre de financement que l'on diffuse auprès de la communauté scientifique en France. Les chercheurs y répondent. Il y a toujours un cadre assez particulier, des critères d'éligibilité à suivre. Et puis on confie en fait l'évaluation des demandes de financement, l'expertise en fait à des groupes de scientifiques experts qui nous font des recommandations sur les projets les plus pertinents, dans le domaine en question, sur la capacité des chercheurs à mener à bien ces projets, et bien sûr les retombées attendues dans le domaine, la question posée, et puis bien sûr la pertinence de la question et par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui sur la question. Toi, tu es directrice scientifique, ça veut dire que c'est toi qui évalues la qualité scientifique des travaux qui sont menés? Ça n'est pas moi, et j'en aurais pas la capacité, mais en fait je suis là à la Fondation avec mon équipe bien sûr, pour piloter la mise en œuvre de la politique scientifique de la FRM et toute l'organisation de ces appels à projets. Et puis ensuite, tout le suivi, je dirais, de ces financements que l'on attribue à ces projets. En fait, nous allouons des fonds. On est vraiment un bailleur de fonds. On alloue des fonds à des organismes publics qui vont gérer, en fait, qui vont assurer la gestion des financements et être en lien direct avec les chercheurs. Combien de projets vous financez chaque année? Entre 350 et 400 nouveaux chaque année, et pour un budget total, ces dernières années, qui est autour de 50 millions d'euros, entre 45 et 50 millions d'euros. D'accord, 50, ok. C'est des projets de recherche qui sont en France, ou après je suppose qu'il y a beaucoup de pluridisciplinarité, ça doit être des labos qui travaillent avec le monde entier? Oui, alors la FRM finance effectivement la recherche en France, mais la plupart des projets, parce que la recherche est internationale, se fait en collaboration.
certains projets associent des équipes à l'étranger, ou voire même des équipes de structures privées. Ça, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, le financement ne peut revenir qu'aux équipes qui sont dites académiques, qui sont liées à des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur public. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de faire cette émission ensemble, Valérie? C'est quoi le but de la FRM? On a eu envie de faire cette émission, je dirais, dans le cadre de notre mission d'information publique, avec vraiment l'objectif de contribuer à mieux éclairer le public, et notamment les plus jeunes, donc sur l'importance de la recherche, sur la nécessité de soutenir cette recherche, surtout sur des sujets, de se concentrer sur des sujets majeurs de santé publique et des sujets aussi de recherche. Et le concept, moi je le trouve génial dans la mesure où déjà c'est interactif également on donne la parole à des experts donc, qui vont de manière très pédagogique, avec beaucoup de justesse, sans fausses promesses, expliquer là où en est la recherche, ce que l'on sait, ce que ne sait pas encore, et ça c'est important, d'être en capacité de dire ce qu'on ne sait pas. Et comment on travaille. Voilà, comment on travaille, comment les questions encore en suspens, et comment les chercheurs vont s'y attellent, et puis les espoirs aussi qu'on met dans les projets de recherche, ça c'est important. Alors vous allez voir des questions passionnantes, il va y en avoir un paquet aujourd'hui puisqu'on va parler de santé et d'environnement. Je rappelle que vous êtes avec nous, le chat, vous êtes là sur le plateau, on vous voit. N'hésitez pas à participer à la discussion, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. Ce sera avec grand plaisir que moi je vous lirai pendant toute l'émission. Et on va tout de suite accueillir deux chercheurs qui ont accepté notre invitation pour venir parler de santé et d'environnement. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Laurence Huck, qui est toxicologue et directrice de recherche à l'INRAE, qui rentre sur le plateau à l'instant et qui va venir s'installer, et qui va être suivi d'Emmanuel Henry, qui est sociologue, professeur à l'université Paris-Dauphine PSL. Bonjour Laurence, bonjour Emmanuel. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de santé et d'environnement. Avant ça, je viens de vous présenter un peu rapidement. Laurence, tu es toxicologue. Oui. C'est quoi la toxicologie ? En fait, c'est l'étude des effets toxiques, et moi en l'occurrence, j'étudie l'effet toxique des substances chimiques. Donc j'essaie d'établir en fait les liens entre une exposition à des substances chimiques et les effets que ça peut avoir sur la santé humaine. D'accord. Depuis combien de temps tu bosses là-dessus ? Depuis ma thèse, donc 20 ans. Depuis 20 ans ? D'accord. Et j'ai dit que tu étais directrice de recherche à l'INRAE. Qu'est-ce que c'est que l'INRAE ? Alors l'INRAE, c'est un institut de recherche publique qui s'intéresse donc à l'alimentation, l'agronomie et l'environnement. Et donc moi, je travaille dans le département alimentation humaine qui s'intéresse à la santé humaine, justement. À la santé humaine, ok. C'est quoi le rôle de l'INRAE ? C'est de mener des recherches, c'est de faire progresser la recherche ? Voilà, de produire des connaissances scientifiques sur des questions ayant attrait à l'alimentation, la sécurité sanitaire, la nutrition, évidemment l'agriculture et l'agronomie, mais c'est moins mes domaines, et puis l'environnement. Et le but aussi, c'est d'avoir un rôle, en tout cas, aussi de prévention, puisque quand on signale des effets sanitaires ou l'exposition à certaines substances, c'est pour justement prévenir et faire des recommandations de réglementation éventuellement pour faire gaffe. C'est ça, exactement. Arrêter les conneries, etc. Bon, très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Laurence, à côté de toi, Emmanuel. Emmanuel Henry, salut Emmanuel. Toi, tu es sociologue, je t'ai présenté en disant que tu es sociologue. Quel type de sociologie tu fais, toi ? Alors en fait, moi j'ai été formé à la science politique et je suis aujourd'hui sociologue, donc je m'intéresse en fait, la sociologie s'intéresse au fonctionnement des sociétés en général, et moi je m'intéresse plus spécifiquement au processus de décision publique et notamment au lien avec les connaissances scientifiques ou le manque de connaissances scientifiques dans ces processus de décision. C'est quoi le lien avec la santé ? Il y a beaucoup de politiques publiques qui intègrent les questions de santé. Et donc moi, je travaille plus spécifiquement sur les politiques publiques dans le domaine de la santé environnementale et de la santé au travail, parce qu'on va voir que c'est souvent le grand oublié de ces questions. Est-ce que tu travailles de manière pluridisciplinaire avec d'autres scientifiques, d'autres champs, etc. Alors moi, je suis plutôt dans un laboratoire de sociologie et de sciences politiques qui est l'IRISO, en fait, qui est un laboratoire à l'université Paris-Dauphine, qui est une unité mixte Paris-Dauphine, CNRS, INRA aussi. Et donc, je travaille plus spécifiquement au quotidien avec des sociologues et des
politisme, mais sur certains projets, justement, on travaille aussi avec des épidémiologistes. Notamment, moi, je travaille beaucoup sur les questions de la construction du savoir en épidémiologie, où je travaille assez régulièrement avec une épidémiologiste sur un certain nombre de questions. D'accord, tu as eu beaucoup à bosser ces dernières années, je suppose. Et oui. Il s'est passé 2-3 trucs. J'ai ton dernier livre avec moi, qui s'appelle La fabrique des non-problèmes, ou comment éviter que la politique s'en mène. C'est aux éditions des presses de Sciences Po. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de quoi? Ça parle en fait de tous ces enjeux, notamment les enjeux de santé et environnement, qui sont des enjeux qui objectivement ont des impacts sanitaires, sociaux extrêmement forts, mais qui sont quasiment absents du débat public et de la décision publique. C'est-à-dire tout un certain nombre de domaines qui devraient être problématiques et qui ne le sont pas. Et donc c'est ce que j'appelle des non-problèmes, c'est-à-dire des enjeux qui sont complètement évacués de la décision. On va commencer. Moi, je vais poser la bombe au milieu de la table. Là, santé, environnement. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, et on voudrait discuter avec vous de ces problématiques. De quoi on parle quand on parle de santé et d'environnement? C'est quoi le lien entre les deux? Et ben finalement, c'est un lien qui est assez vieux, je dirais, puisqu'on a quand même ce côté des approches, on va dire, de microbiologie, où la santé peut être liée, en tout cas, ces perturbations à des contractions de maladies virales ou bactériennes. Et c'est vrai que maintenant, en tout cas dans les pays du Nord comme nous, on a maintenant aussi des enjeux plus de pollution chimique. Et donc là, on ne parle pas de micro-organismes vivants, mais de substances chimiques. Et là, c'est surtout, en tout cas, ces aspects sur lesquels moi je travaille. Et donc, on voit que notre santé, en fait, est dépendante de tous ces facteurs exogènes qui sont rassemblés sous le nom d'exposomes. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que ça soit mis au goût du jour, parce que parce que ça a été oublié. Parce qu'il y a eu tout un essor, en tout cas dans les années 70, des connaissances sur les maladies génétiques, si bien qu'on a beaucoup focalisé sur santé et génétique, et ça a mis de côté tous ces facteurs environnementaux qui sont primordiaux. Alors tu as prononcé le gros mot, Laurence, tu as utilisé le mot exposome. Oui. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire exposome, on a une vidéo avec un chercheur qui s'appelle Robert Barouki qui nous explique ce que veut dire exposome, et on en parle juste après. On sait que beaucoup de pathologies ont comme déterminant des polluants présents donc, dans l'environnement. Parmi ces pathologies, on peut citer des cancers, qu'ils soient hormonodépendants ou non hormonodépendants. On peut citer aussi le développement neurocomportemental de l'enfant, les maladies neurodégénératives, comme les Parkinson par exemple. Il y a par exemple un lien entre pesticides et maladies de Parkinson. Mais il s'agit aussi de maladies immunitaires ou de maladies de la reproduction. La fertilité est très dépendante par exemple de certains types de polluants. L'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution totale est le premier déterminant de mortalité dans le monde, devant le tabagisme et devant un certain nombre de maladies infectieuses réunies. Il y a de très grandes questions qui se posent en termes d'environnement santé. Une des premières questions, c'est le fait que nous ne sommes pas exposés à une seule substance, mais nous sommes toujours exposés à une multitude de substances. Or, toutes les études jusqu'à présent ont pratiquement été focalisées sur l'effet d'une substance sur une pathologie. Donc actuellement, il faut qu'on augmente les recherches sur l'impact de la combinaison ou l'effet cocktail, la combinaison de plusieurs substances, et voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça augmente le risque, est-ce que ça augmente les impacts. Il y a un autre point très important qui est, nous avons fait d'énormes progrès pour comprendre l'effet de la génétique sur la santé, le code génétique que nous avons en nous, quel est son impact sur la santé, quelles sont les maladies d'origine génétique. Nous avons encore énormément de progrès à faire pour comprendre l'effet de l'environnement, qui est le déterminant complémentaire de la génétique. Et l'environnement recouvre beaucoup de choses, des substances chimiques, du bruit, des agents infectieux, et puis les stress, tous les stress psychologiques et les stress sociaux. La combinaison de ces différents facteurs de stress est mal comprise, et en réalité, les mécanismes par lesquels ces différents stress impactent la santé restent encore mal comprises. Donc il est très important qu'on avance dans ce domaine, qu'on appellera maintenant l'exposome, qui est le complément du génome, donc l'ensemble des expositions et qui est complémentaire des aspects génétiques.
Voilà, donc l'exposome qui est le pendant du génome, c'est ce à quoi nous sommes exposés. Et j'ai entendu Robert Barouki nous expliquer que c'était plus dangereux que le tabac et tous les virus réunis. C'est extrêmement impressionnant. Oui. Laurence ? Après, peut-être Emmanuel aura des choses à rajouter, mais en fait, c'est le terrain d'ignorance est hyper fort en fait par rapport à ce que l'on sait. Juste souvent pour les facteurs exogènes des maladies, on va nous citer le tabac, l'alcool et puis le manque d'activité physique. Mais en fait, tout ce qui est pollution et puis les stress sociaux notamment, sont très importants. Avec ce qu'explique Robert Barouki aussi, c'est qu'on est exposé à plein de substances en permanence et qu'avant on se focalisait sur une substance égale une maladie et maintenant la recherche commence à de plus en plus travailler de manière plus transversale et c'est assez impressionnant. Emmanuel, ça t'a inspiré quoi ce que tu as entendu ? En fait, c'est vrai que l'invention du terme exposome, elle était très liée justement au moment où se développaient les études sur le génome, où en gros l'idée c'était de cataloguer les gènes dans l'être humain et donc l'idée de l'exposome au départ, et je pense que c'est parti après dans des pistes un peu différentes, c'était justement de porter attention, d'essayer de faire un inventaire de toutes les expositions auxquelles sont exposés les êtres humains. Et la personne qui a inventé le terme d'exposome, c'est Christopher Wilde, qui était responsable du Centre international de recherche sur le cancer, donc dont une des missions, c'est justement de cataloguer l'ensemble des cancérogènes présents dans l'environnement, présents dans les milieux de travail, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à réduire l'exposome aux impacts des pollutions sur des vecteurs biologiques ou d'une dimension, alors qu'on oublie aussi ce qu'on pourrait appeler le socio-exposome, c'est-à-dire aussi toutes les circonstances d'exposition, toutes les inégalités sociales d'exposition qui sont aussi extrêmement importantes. C'est effectivement assez impressionnant et je comprends la difficulté de travailler dessus. On parlera dans un deuxième temps de l'émission sur comment travaillent les chercheurs, comment vous travaillez d'ailleurs, vous deux. On a entendu récemment une substance à laquelle on est exposé et qui nous met en danger, qui s'appelle les PFAS. On en a beaucoup parlé, c'est Camille Etienne notamment, la militante, qui a mis en avant ça dans un documentaire. Il y a une loi qui a été votée au Parlement pour limiter la prolifération de ce type de substances. Ça fait partie des enjeux de santé et d'environnement, ça ? Oui. Et c'est pas une substance, malheureusement, mais c'est plutôt 20 000 substances chimiques. Et donc, derrière ce nom se cache aussi l'idée que ce sont des polluants éternels. Et donc, qui ont une forte persistance, si bien que même si on les interdit, on pourra toujours être exposé du fait qu'il y en a... Qui se baladent de toutes les façons. Voilà, c'est ça. D'accord. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait qu'il y a un nouveau concept qui s'appelle « Une seule santé ». One Health. Ah oui. One Health qui permet aussi de lier plus étroitement les questions de santé et d'environnement. C'est Linu qui dit ça dans le chat. Alors oui. Oui, non, l'idée c'est dans ce concept de One Health qui a été développé aussi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment de dire que la santé humaine, elle est aussi dépendante de la santé des environnements, de la santé animale. On se rappelle de la crise de la vache folle. Ouais. Donc en gros, c'est dire que notre santé humaine, elle est aussi dépendante de la santé de la planète dans son ensemble, des environnements végétaux et animaux. En fait, on peut dire que l'environnement, l'exposome, il est constitué de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, de ce qui va toucher notre peau. Oui, et il y a aussi un aspect important, c'est aussi tout ce qui est exposition tout au cours de la vie, y compris même, il y a des données avant la conception en fait, qui peuvent déjà nous prédisposer à des maladies. C'est-à-dire l'exposition de nos parents, ou même des fois des arrière-grands-parents, peuvent avoir des conséquences sur la santé. Donc c'est prendre en compte tout ça en fait. C'est toute une histoire en fait d'exposition environnementale, et même y compris de facteurs sociaux. Ouais, justement, par exemple, l'exposition au PFAS, une des observations qui avait été faite dans les usines qui produisent ces produits chimiques-là, c'était que des femmes avaient été exposées et leurs enfants avaient eu des déformations importantes à la naissance, en fait. Il y a quelqu'un qui parle de pollution sonore aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, la pollution sonore, on pense aux gens qui habitent près des aéroports par exemple, ça peut aussi jouer un rôle sur leur santé. Qui est touché par ces enjeux-là ? Est-ce qu'on est tous égaux face à ça ? Emmanuel, toi qui es sociologue. Mais non, justement, en fait, il y a des énormes inégalités d'exposition, inégalités environnementales. Il y a eu beaucoup de travaux, alors qui ont été beaucoup développés dans un premier temps aux États-Unis sur l'injustice environnementale et qui montraient que certains types de pollution touchaient plus particulièrement les communautés afro-américaines. Et pour prendre un exemple en France, en fait, il y a un chercheur, William Hacker, qui a fait un travail systématique sur les aires où sont logés les gens du voyage et qui montre que ce sont systématiquement les zones les plus polluées dans les espaces urbains. Et notamment
avec l'incendie de Lubrizol, donc avait un retentissement important autour de Rouen, les premiers exposés avaient été justement cette ère des gens du voyage. Il y a Massen dans le chat qui demande, en tant que citadin, quels sont les moyens à notre disposition pour réduire notre exposition à la pollution? C'est une question très pratico-pratique, vous me direz. Je ne sais pas si vous savez y répondre. Disons que tout ne dépend pas de nous. Il y a évidemment les conseils de bon sens qui viseraient à éviter d'habiter à côté du périphérique, par exemple. On a rarement le choix. Voilà, mais ça, on a rarement le choix. Et puis, vu aussi les prix de l'immobilier, c'est justement la santé. Disons qu'on pourrait préserver la santé si on diminuait fortement les inégalités sociales. Ça réduirait énormément l'incidence des maladies. Donc ça, mais c'est très difficile à mettre en place. Mais il y a même le Centre international de recherche sur le cancer qui fait toute une politique là-dessus et qui disent qu'il pourrait réduire de moitié les cancers juste en réduisant les inégalités sociales. La réduction des inégalités sociales est un facteur d'amélioration de l'état de santé de la population. Global, oui. Et c'est un enjeu collectif. Et c'est un Mais énorme ce que ça souligne sur les expositions aux pollutions en milieu urbain, ça souligne que, en fait, on a tendance quand même à centrer les politiques publiques sur le comportement, il faut acheter différemment, etc. Alors qu'en fait, on est face à des besoins de politiques structurelles. C'est-à-dire, en effet, le périphérique, si on n'a pas des politiques structurelles de baisse de la vitesse de circulation, de vecteurs comme ça, on ne fera pas baisser la pollution autour. Ou en tout cas, c'est des politiques de très long terme et des politiques structurelles. Oui, de se dire qu'il faut favoriser les pistes cyclables, les transports en commun pour justement réduire de façon efficace la pollution. Donc voilà, donc effectivement, tu ne peux pas faire grand-chose au niveau individuel pour limiter ton exposition à la pollution. C'est davantage d'un niveau collectif et politique que des décisions, et surtout politiques, que des décisions doivent être prises. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui demande, est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience des politiques publiques de la part de ces enjeux-là? Est-ce que vous vous sentez, vous les chercheurs, écoutés par les politiques? Sur certaines questions, là on voit par exemple sur les PFAS, il y a eu mais c'est au départ un député qui s'est beaucoup investi, qui a beaucoup investi la question, qui s'est renseigné auprès de chercheurs, qui a essayé de rassembler des connaissances. Donc il y a des initiatives dans le milieu politique, mais c'est vrai que globalement ces questions justement font partie plutôt des non-problèmes, c'est-à-dire des problèmes justement soit qu'on essaye d'éviter de prendre en compte parce qu'il n'y a pas de réponse simple non plus, soit des politiques publiques qui vont même à l'inverse. On va peut-être en parler sur les questions de régulation dans le domaine agricole, des pesticides, on est quand même dans des politiques qui vont... Est-ce que ça touche au travail aussi? Parce que le travail, c'est quand même un truc qu'on fait pendant une grande période de sa vie. Là aussi, le lieu de travail, le type de tâches que l'on fait va nous exposer aussi à des enjeux à des enjeux de santé? Énormément, oui. On compte à peu près 2 millions de travailleurs qui sont aujourd'hui exposés à des produits cancérogènes dans le cadre de leur travail. 2 millions. 2 millions de personnes exposées. Donc c'est vrai que c'est un problème massif qui fait l'objet d'insuffisamment de régulation et c'est souvent alors soit des pollutions qui sont assez connues dans les usines chimiques, etc. Mais c'est aussi le personnel de ménage qui va être exposé à des produits différents, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des besoins de renforcer justement à la fois les politiques de prévention et de réparation, d'indemnisation. Là, tu as donné 2 exemples, les ouvriers dans les usines chimiques et les femmes de ménage, pour le dire vite. Là aussi, on n'est pas égaux face au travail. Exactement. Et là aussi, il y a des fortes inégalités sociales, il y a des fortes disparités de classe. Enfin, j'imagine qu'un cadre supérieur, dans son petit bureau bien ventilé, il est beaucoup moins exposé que... Oui, et c'est bien qu'on a des différences d'espérance de vie très marquées entre les cadres supérieurs et les ouvriers, une quinzaine d'années de différence d'espérance de vie. Et si on compte l'espérance de vie en bonne santé, on voit que les ouvriers, en plus, sont, même si déjà ils vivent moins longtemps, ils vont vivre encore moins longtemps en bonne santé. Là, on lit par exemple que 23% des décès, donc c'est 12 millions de décès par an, et 25% des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux et comportementaux, c'est-à-dire non génétiques. C'est impressionnant, c'est un décès sur 4. Et un quart des pathologies. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler du changement climatique. Ça aussi, c'est un enjeu important. Quand on parle d'environnement, l'environnement bouge, notre climat évolue, et plutôt vers la catastrophe qu'autre chose. Quel rôle joue le changement climatique dans la modification de cet exposome dont on parlait?
Par exemple, je prends un exemple qui a été un travail d'un sociologue de Chicago qui a travaillé sur une canicule qui s'était passée quelques années avant celle de 2003 en France et qui montrait que là encore, la mortalité pendant ces épisodes de canicule, ce qui avait été le cas mais moins bien documenté dans l'épisode français, touche aussi des personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui sont donc dans des réseaux sociaux, des espaces sociaux qui sont moins riches, donc souvent des personnes en situation de précarité. Donc ça va être encore des événements, des transformations qui vont renforcer justement ces inégalités sociales à nouveau. Regardez, on a une image alors qui est un petit peu difficile à lire, j'en conviens, mais regardez, c'est assez simple. Vous avez en orange les sécheresses et les vagues de chaleur. En bleu, vous avez les orages, les tempêtes et les inondations. Ce sont des événements climatiques extrêmes, des ECE, les événements climatiques extrêmes qui augmentent avec le réchauffement climatique, ça on le sait, c'est scientifiquement prouvé, il y en aura de plus en plus. Et ce que vous montre ce graphique, c'est que ces événements climatiques extrêmes augmentent le risque sur la santé, avec des effets directs, avec des effets indirects. Mais rien que les effets directs, oui, la sécheresse, les vagues de chaleur, plus de maladies cardiovasculaires, plus d'asthme, plus d'allergies, du paludisme, le virus Zika, la maladie de Lyme. Donc voilà, et les inondations, les tempêtes, les orages, ça aussi, on s'en doute, les noyades, les migrations forcées, les impacts sur la santé mentale, c'est très très important. Et ça, c'est assez impressionnant comme graphique quand on prend le temps de le regarder. Disons que ça amplifie les vulnérabilités de santé qu'ils peuvent avoir au niveau individuel. Donc en fait, c'est aussi lutter contre le changement climatique, ça permet de préserver collectivement la santé, quoi. Donc il faut. Comment tu le vois, toi ? Disons qu'il y a des leviers souvent au niveau du réchauffement climatique. Les débats abordent assez peu la santé. On va être plus sur de la gestion de l'énergie, des ressources, de l'eau, ce qui est essentiel, je ne dis pas. Mais en tout cas, les causes des maladies, en fait, vont pas être directement mises en lien d'un point de vue mental, alors qu'en fait, notre état de santé peut se dégrader, y compris quand les fortes vagues de chaleur. De toute façon, les personnes les plus vulnérables vont être après plus sensibles à des infections, vont prendre aussi, le suivi thérapeutique va être moins bon. Il y a toute une sorte de comportement en fait qui est engendré par les changements climatiques qui font qu'après on va aussi avoir une dégradation progressive de la santé, mais à plusieurs années d'écart avec les canicules. Est-ce qu'on constate d'ores et déjà une évolution négative de l'état de santé de la population à cause du réchauffement climatique ? Alors moi, à ma connaissance, j'ai pas les données. C'est une colle, je suis désolé. Parce que dans nos domaines, on regarde, on rentre dans un problème selon certains prismes, mais moi, j'ai pas encore celui du réchauffement climatique. Mais c'est surtout que ça se cumule avec plein d'autres facteurs. Parce que quand il fait très chaud, on sait aussi qu'il y a des vagues de pollution, que l'air est aussi irrespirable. Absolument. Donc, on est plus exposé à des polluants aussi chimiques, donc il y a tout ça qui s'accumule, plus la baisse forcément d'activité physique, puisqu'on peut plus en faire. C'est vrai que ça renvoie à ces questions d'environnement où en fait souvent on a du mal à distinguer entre les différentes causes. Dur. Parce que tout s'amplifie en fait, c'est l'effet cocktail, mais à grande échelle. À grande échelle, c'est une augmentation et c'est difficile de tirer la responsabilité directement avec une ligne droite bien écrite, c'est plus compliqué que ça, je me doute que c'est plus compliqué que ça. C'est compliqué pour identifier les causes, de voir qu'est-ce qui ressort, mais par contre, on sait quand même bien ce qu'il faut faire de façon globale. Oui, ça oui. Donc c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Non, c'est vrai, tu as raison. Emmanuel, c'est quoi les aspects sociétaux qui entrent en jeu ? C'est l'habitat, c'est le travail, il y a autre chose dans le changement climatique ? Dans l'impact du changement climatique, déjà les situations de travail vont pas être les mêmes. Tous les travailleurs qui travaillent en extérieur vont être beaucoup plus touchés au moment de ces vagues de chaleur. Donc ça veut dire faire de la prévention sur les coups de chaleur, etc. Mais ça veut dire aussi peut-être réfléchir plus globalement aux conditions de travail qu'il faut préserver. Mais c'est vrai que l'environnement, en fait, et c'est vrai qu'il y a toujours un débat dans nos communautés entre le partage entre environnement et comportement. C'est vrai que on dit que le fumer est de l'ordre du comportement, moins de l'environnement, mais c'est vrai que les travaux montrent que c'est assez ténu, en fait, qu'il y a aussi des distributions sociales très marquées du fait de fumer et de ne pas fumer, etc. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toute une série de politiques autour des politiques de prévention, justement, qui prennent mal en compte les catégories les plus vulnérables, celles qui ont le niveau d'éducation le plus bas, etc. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on intègre dans nos politiques de prévention, justement, prendre en compte une meilleure capacité à toucher
toucher toutes les catégories sociales. Est-ce qu'on est au croisement entre la bio et la socio dans ces enjeux-là? Sur beaucoup d'enjeux. Plus qu'un croisement, c'est intriqué. C'est intriqué. Oui, enfin, en tout cas... Oui. C'est évident. Après, dans les autres facteurs où moi je pourrais apporter des éléments, c'est sur les liens entre agriculture et réchauffement climatique aussi. Du fait d'artificialiser les sols et de justement supprimer, en gros, soit des espaces forestiers, soit des haies. Qui servent à tempérer, qui servent à... Voilà. Et donc il y a aussi ces enjeux-là. Et ça, même au sein des villes, pour l'aménagement urbain et la restauration d'espaces... on va dire, sauvage, permet fortement de diminuer la température supportée au quotidien. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'il y a des études sur l'impact de la dégradation environnementale sur la santé mentale? Alors oui, il y a des études sur les liens en fait, avec le bien-être et puis le fait d'être déconnecté finalement de ce qu'on peut appeler la nature, mais on va dire plutôt la faune sauvage. De sortir de ces espaces uniquement bitumés et bétonnés, en fait, permet en tout cas, en plus d'avoir le rafraîchissement, en tout cas de se sentir bien. Oui, il y a pas mal d'études là-dessus, en fait. Sur la psychologie. C'est vrai qu'il y a et puis on parle beaucoup d'éco-anxiété dans les médias, mais c'est vrai que c'est encore peu documenté de façon systématique, mais en tout cas on commence à avoir des éléments qui montrent que justement cette incertitude sur les équilibres globaux, ces changements globaux qui touchent l'ensemble des secteurs en fait de transformation de la planète ont des effets psychologiques. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Je reviens sur les épisodes de chaleur. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le frelon asiatique qui arrive en France de plus en plus. Est-ce que, moi je voulais parler des moustiques, est-ce que le fait que le climat se réchauffe globalement, ça fait que des moustiques apportent en Europe et en France notamment des maladies qui juste avant étaient plutôt au sud de la Méditerranée? Est-ce qu'on a ça? Oui, c'est ça, c'est qu'on voit en gros... Le paludisme, par exemple? Oui, c'est ça, le paludisme de chikungunya aussi, qui a été retrouvé près de la région de Montpellier. Donc on va se retrouver avec des problèmes qui relèvent plus de la médecine tropicale, qu'on n'avait pas forcément besoin. Ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de tous ces équilibres-là qui bougent. Après, c'était déjà un problème en considérant les pays du Sud en soi aussi. Hein. Mais effectivement, ça s'étend à des secteurs, on va dire, plus nordiques. Et ça va aussi, malheureusement, dans le sens d'augmenter, en tout cas, les besoins d'usage en pesticides pour éliminer, justement, certains insectes ravageurs ou certaines moisissures, en fait, qui se répandent plus. Donc malheureusement, pour arriver, justement, à diminuer l'usage des pesticides, il faut aussi lutter contre le changement climatique pour faire qu'on soit moins soumis à ce qu'on peut appeler ces maladies ou les ravageurs, enfin en tout cas des problèmes qui peuvent être inhérents à ça. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure, l'augmentation de ces maladies sur le territoire français? C'est quelque chose sur laquelle on a des données? C'est pas notre domaine de spécialité. Par exemple, la dengue, la dengue, elle commence à devenir endémique dans certaines régions françaises, alors que c'était pas le cas il y a quelques années. Donc, c'est vrai que sur certaines de ces maladies dites vectorielles, c'est transporté par les moustiques ou les animaux, c'est vrai qu'on commence à avoir des éléments quand même convergents. Ouais. Alors, on va s'attarder un petit peu sur les pesticides. On en a parlé à plusieurs reprises. Laurence, toi, tu travailles sur les pesticides. C'est quoi un pesticide? Alors, c'est une substances, pour la plupart de synthèse, qui sont en fait choisies pour leur propriété à tuer certains ravageurs. Donc les insecticides, ça va être des pesticides qui vont plus tuer des insectes. Les fongicides vont plus cibler des moisissures qu'on peut avoir sur les fruits et légumes, la vigne, etc. Et puis il y a des herbicides. Donc là, c'est plus le but d'éliminer les mauvaises herbes entre guillemets évidemment, ce qu'on va considérer comme pouvant avoir un impact sur la baisse de production agricole. D'accord. Voilà. Donc il y a aussi tous les biocides, on peut mettre dedans les antipuces, nos animaux, usage vétérinaire, antiparasitaires. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup utilisé les pesticides? Oui. Je me rends pas compte. Non, mais je me rends pas compte j'ai très peu de compétences en matière agronome, donc je me rends pas vraiment compte. Est-ce que c'est massivement utilisé dans énormément de champs? Est-ce que c'est une petite minorité qui fait beaucoup parler d'elle? En tout cas, on va dire si on en termes d'étendue de l'agriculture conventionnelle, qui est essentiellement basée sur l'usage qu'on appelle intensif. Des pesticides, oui, ça représente plus de 95% du modalité agricole. Ça mérite d'être très clair.
Voilà. Ça a le mérite. Donc après, très clair. selon le type de pesticide, on peut être à plusieurs tonnages et donc à l'échelle mondiale, plusieurs centaines de milliers de tonnes. Donc, Toi, tu as travaillé spécifiquement sur les fongicides qui sont utilisés dans les champs. Oui. Tu peux nous raconter ton travail de recherche là-dessus ? Alors en fait, oui, je travaille sur des fongicides qui malheureusement ne sont pas que fongicides, mais c'est une autre question. Donc ce sont des substances qui ont été en premier lieu utilisées pour limiter les moisissures, donc sur les graines, en maraîchage, donc sur les fruits et légumes, en viticulture, et aussi pour les traitements des pelouses, des greens de golf. Et là, ils ont commencé à être utilisés comme ça. C'est pas uniquement pour les champignons, mais c'est aussi pour les petits vers. Ok, d'accord. Voilà, donc les actions, en tout cas le spectre d'action de ces pesticides, de ces fongicides-là, enfin, est vraiment plus étendu. Donc je vais les nommer, je vais parler d'un nom barbare, donc ce sont les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Donc je vois très bien, ouais. Voilà, bah oui, dès que je dis ça, évidemment. Ça s'ouvre, ça s'appelle les SDHI, en fait c'est pour tuer ces substances, en fait, ont la propriété de cibler la respiration cellulaire. Ok, d'accord. Donc ça empêche la cellule du champignon de respirer, et donc fatalement le champignon meurt. Mais comme peut-être tu peux avoir ça en tête, on est tous dotés d'une respiration cellulaire. C'est pour ça qu'on peut discuter aujourd'hui de ça. Et en fait, on a très vite, quand on a appris l'existence de ces substances, on s'est très vite interrogé sur leur spécificité qu'ils pouvaient avoir à être nocifs pour le champignon et pas pour une petite abeille qui passe à côté ou pour les humains qui pourraient être exposés aux pesticides directement. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert ? Eh bien, malheureusement, on a découvert que c'était des substances qui étaient tout aussi efficaces pour bloquer la respiration cellulaire du champignon pathogène que des vers de terre. Des vers de terre, des abeilles et des humains ? Voilà, c'est ça. Ok, donc quel impact ça a sur la santé ? Est-ce que vous avez pu le mesurer ? Est-ce qu'on a des retours là-dessus ? Pour l'instant, et c'est bien là l'objet de notre alerte, c'est que c'est des substances qui ont été, qui commencent à être massivement utilisées depuis les années 2005 à peu près. Donc en termes d'impact sur la santé humaine, on n'a pas encore beaucoup de données. Il faut voir que pour mesurer en termes d'épidémiologie l'incidence des maladies, faut attendre 15-20 ans d'exposition. Souvent, on décide de dire on va attendre l'épreuve humaine pour voir s'il faut réglementer mieux ces substances. Mais vous comprenez bien que là, on arrive à des expositions. On attend qu'il y ait des morts pour se dire qu'il y a un problème, quoi. Et encore pas toujours quand on voit pour le glyphosate, par exemple. Oui. Donc en fait, au niveau des données humaines, elles sont assez limitées. Par contre, il y a énormément de données sur la biodiversité. Les premiers qui ont alerté sur la nocivité des SDHI, c'était des apiculteurs. Et puis, toxiques, ça c'est écrit sur les pots, toxiques pour les animaux aquatiques, les grenouilles, les poissons. Et finalement, là, dans le réseau de scientifiques que je coordonne, qui s'appelle Olimitox, on travaille en interdisciplinaire avec des gens qui travaillent sur la santé humaine, mais aussi sur la santé des abeilles, la santé des poissons. Et en fait, on retrouve finalement des mécanismes conservés à travers toutes ces espèces. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé tout à l'heure le One Health, c'est que finalement, il y a énormément de processus de toxicité qui sont conservés parmi des espèces vivantes. Et en fait, là où on travaille aussi, c'est de dire, mais on a suffisamment d'éléments de preuve dans la biodiversité, par exemple, pour pouvoir dire qu'il y a un problème et qu'on ne va pas attendre à ce qu'il y ait des victimes humaines pour tirer la sonnette d'alarme. C'est ça. Donc on voit à l'image le site internet donc, de ce réseau de recherche Olimitox sur lequel tu travailles. Oui, et qui est en partie financé par la Fondation pour la recherche médicale. Qui est en partie financé par la FRM. Oui. Emmanuel, on a parlé des pesticides. Là, récemment, en France, on a quand même eu une vague de contestation de la part des agriculteurs qui se sont mobilisés, notamment en partie pour certains d'entre eux, contre les réglementations environnementales. Est-ce qu'on a affaire là à un enjeu de société, une lutte de pouvoir assez intéressante autour de tous les enjeux dont on parle ? En tout cas, c'est vrai que, juste pour donner un élément sur ce que vient de présenter Laurent, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre aussi la temporalité de l'établissement des preuves scientifiques et qu'on est quand même face à une course-poursuite en fait, avec l'innovation industrielle ou dans le domaine de la création de nouveaux pesticides. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté de positionnement de la connaissance scientifique. Alors c'est vrai que sur les mobilisations récentes d'agriculteurs, c'est vrai que je pense que
En fait, cette mobilisation, elle était multiforme. Elle soulevait aussi la question des salaires, enfin des revenus des agriculteurs de façon plus globale, etc. Et c'est vrai qu'elle a été beaucoup abordée sous l'angle de la déréglementation et des formes de déréglementation. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une stratégie politique de positionnement du gouvernement pour justement accepter un certain nombre d'assouplissements de la réglementation et qui posent des problèmes, qui vont poser des problèmes de santé publique, alors peut-être pas immédiats, mais en tout cas très, très rapidement. Mais c'est intéressant parce qu'on voit effectivement des agriculteurs qui sont piégés dans un modèle économique qui nécessite la pollution pour exister, l'usage notamment intensif de pesticides, et qui n'arrivent pas à s'en sortir, et un gouvernement qui, du coup, préfère alléger les réglementations environnementales alors que ça ne va régler aucun problème. Alors c'est ce que montrent beaucoup les études des mobilisations dans le domaine agricole, les agriculteurs qui se sont mobilisés pour leur santé, où en fait ils étaient assez vite confrontés au fait que dans un certain nombre justement de risques professionnels, il y avait une opposition entre les ouvriers et les employeurs qui les exposaient à l'amiante, à des produits chimiques, etc. Là en fait on est souvent face au modèle de l'agriculteur exploitant qui est lui-même le propre propriétaire de ces terres, et c'est vrai qu'on rentre dans des contradictions qui sont internes et qui sont difficiles à faire évoluer. Mais en tout cas, on est encore face à ces questions-là où il faut des changements structurels en fait de fonctionnement de l'agriculture. Ok, Laurence. Oui, et puis les agriculteurs, enfin en tout cas par rapport aux normes et justement à demander que l'usage des pesticides soit plus souple. Malheureusement, ce sont les agriculteurs qui sont les premières victimes de l'usage des pesticides. Et ça, c'est mesuré, on le sait. Oui, puis il y a des maladies professionnelles reconnues, les cancers du sang, la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate sont reconnus maladies professionnelles liées à l'exposition aux pesticides. Donc c'est ça un peu qui interpelle, mais en fait, on voit combien le système en fait, les enferme dans une vision court-termiste. Et justement, ceux qui ont... les économistes qui ont analysé la non-efficacité du plan de réduction des pesticides à travers le programme Ecophyto, ils disaient en fait il faut mettre de l'argent pour changer structurellement le système pour se passer totalement des pesticides. Et ça, mettre de l'argent sur ça, accompagner la sortie des pesticides, l'argent n'a pas été mis. L'argent n'a pas été mis parce qu'il n'y a pas la volonté politique de sortir des pesticides ? Sûrement, oui. Enfin, après, je veux bien... moi, c'est ce que je vois, parce qu'à travers tous les éléments de preuve que l'on a, y compris des programmes développés par l'INRAE pour sortir des pesticides, du fait que ce ne soit pas appliqué, oui, pour moi, c'est une question de volonté. En tout cas, on est face à des milieux qui sont pétrifiés. Enfin, il y a des oppositions internes au milieu agricole. Il y a des syndicats agricoles qui vont défendre le modèle productiviste, etc. D'autres, plus minoritaires, qui vont essayer de défendre d'autres formes d'agriculture. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les gouvernements successifs, parce que c'est pas propre à ce gouvernement-là, ont été souvent en faveur justement des principaux syndicats agricoles. Dans des formes justement de co-gestion, en fait, de gestion négociée de l'agriculture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'Olimitox, Laurence, comment vous fonctionnez, comment vous travaillez entre chercheurs dans ce réseau ? Justement, on travaille donc, on est 16 laboratoires et en fait, on a environ 8 à 10 disciplines, je ne sais pas comment on les compte, mais entre des biologistes, médecins, épidémiologistes, écotoxicologistes, agronomes, économistes, sociologues et historiens des sciences. Donc on travaille tous ensemble et on essaye de co-construire les connaissances. Et juste, je vais expliquer pourquoi on est arrivé là. C'est que moi, en tant que toxicologue, en fait, sur le travail d'établir la dangerosité des substances, je me suis rendu compte que le simple fait de démontrer des études qui montrent, par exemple, l'effet cancérigène de certaines substances, en fait, ça ne conduisait pas à une prise en compte de la décision politique où la réglementation, ça ne faisait pas évoluer en étant la toxicologie toute seule. On me dit « Ah oui, mais vous nous dites que c'est toxique, mais en fait, on ne va pas changer le système et donc, voilà, ce que vous nous dites, ça ne nous intéresse pas. » Et c'est là où je me suis dit « Moi, j'aimerais bien comprendre le système, puisqu'on me dit qu'il ne peut pas bouger, pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on peut faire. » Donc c'est comme ça que... Je me suis rapprochée de personnes, dire pourquoi on utilise les fameux pesticides, les SDHI, qui en a besoin, qui peut s'en passer, à combien, etc. Parce qu'on n'avait aucune idée de l'usage, c'est pas du tout bien décrit. Et puis là où on a eu un travail aussi intéressant et qu'on continue, c'est de dire, mais en fait, pourquoi nous, quand on a vu
que c'était des inhibiteurs de la respiration cellulaire, ça nous a de suite dit mais ok, ça peut pas être spécifique. Pourquoi au niveau réglementaire, ça n'a posé aucun problème? Et donc là, on s'est plongé en fait dans l'analyse des dossiers réglementaires. Donc ce sont les dossiers qui sont constitués par les firmes pour demander l'autorisation de mise sur le marché des substances, qui le demandent au niveau européen. Et on a regardé les données en se disant on va voir pourquoi ça, finalement, il n'y a pas eu un filtre au moment de l'autorisation de mise sur le marché. Donc là, on a un gros travail là-dessus, puisque c'est des dossiers de plusieurs milliers de pages, avec toute une procédure, Et j'allais te poser la question, est-ce que les industries le savaient, que ça posait des problèmes sur les cellules, sur la respiration? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas à l'heure actuelle... mais on peut, de façon raisonnable, penser qu'ils le savent. En fait, pourquoi... Alors, je vais peut-être détailler un peu plus. Dans les dossiers réglementaires, on leur demande de faire un certain nombre d'expérimentations quand même pour prouver que la substance n'est pas nocive pour la santé. Donc, ils font des expérimentations sur les souris, les rats. Et donc, il y a tout un cahier des charges à respecter, ce qu'on appelle les lignes directrices. Et ces lignes directrices, en fait, elles existent, on va dire, elles ont été établies au courant des années 70-80. Donc ces tests-là sont faits avec plus ou moins de données de qualité, donc ça peut être notre sujet. Mais ce qui se passe, c'est que depuis, la science a démontré des processus cellulaires, moléculaires pour conduire certaines maladies, mais toutes ces connaissances-là ne sont pas intégrées dans les dossiers réglementaires. Donc en fait, c'est des informations qu'ils ne doivent pas fournir. Donc dans les dossiers réglementaires, vu qu'ils répondent à une liste de manips auxquelles il faut répondre, ça ils le font. Mais on peut quand même supposer que les labos très développés, des firmes comme Syngenta, Bayer, font de la toxicologie de pointe, c'est-à-dire qu'ils testent avec de nouvelles technologies ce que peuvent faire leurs substances. Donc, à mon avis, ils savent, mais vu que ce n'est pas demandé que ce soit restitué... Ils n'ont pas besoin de le dire. Ils n'ont pas besoin de le dire, et ça retombe en fait sur les laboratoires publics de faire toutes ces manips-là, plus avec, faisant appel à de nouvelles méthodes, de nouveaux concepts, et qui prennent du temps, pour trouver de l'argent, qui prennent du temps pour conduire les manips, pour au final, sûrement, démontrer des effets toxiques que les industriels savaient déjà. On va faire un focus sur la notion de nutrition. On a parlé d'agriculture, on a parlé des pesticides. Maintenant, je voudrais qu'on parle de ce que l'on mange. Quelle importance, Emmanuel, est-ce que ça a, ce que l'on mange? Quelle inégalité, là aussi, on constate sur la manière qu'ont les gens de se nourrir? Alors il y a parmi les inégalités sociales de santé, il y a des liens avec la nutrition. Hein. C'est vrai que la nutrition, ça nécessite justement d'avoir une certaine éducation à la santé. Ça nécessite aussi d'avoir accès à des produits de qualité, de produits de qualité à des prix raisonnables, etc. Donc on voit qu'à travers la nutrition, en fait, sont à nouveau aggravées un certain nombre d'inégalités de santé. Donc qui vont être liées à ces questions de comportement, mais aussi des questions d'accès à des produits sains ou au contraire d'être plutôt entouré par de la junk food, etc. Laurence, t'es pas venue les mains vides? Non. Tu es venue avec des fraises, montre-nous. Oui. Des fraises, montre-nous des fraises. Alors pour moi c'est emblématique parce que c'est la saison. C'est la saison. Oui, c'est la saison, ouais. Et du coup, parce que je vois qu'il y a des pommes aussi, est-ce que tu as une idée pour obtenir cette fraise, de combien de traitements aux pesticides on a pu avoir? J'en sais rien, un ou deux. Oula. Non, je te jure, un ou deux. Non. Une pomme, c'est traité 36 fois. 36 fois? Oui, du moment, surtout de la saison, à partir de l'automne jusqu'à la récolte du fruit, c'est 36 fois. Donc oui, pour des fraises, ça peut être une dizaine de fois. Une dizaine de fois? Et donc... Je sais pas, je me disais spontanément, tu fais pipchit au début, pipchit à la fin, et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Non, et non, pas du tout. Surtout les fraises, comme c'est des produits fragiles, et si dans un contexte de mondialisation, elles sont transportées, c'est-à-dire si c'est des fraises qui viennent du Maroc, ce qui n'est pas le cas là, mais elles ont, comme elles peuvent pourrir assez vite, en fait, elles sont même traitées pour tout ce transport-là. Donc moi, j'amène ce problème parce qu'en gros, sur des fraises conventionnelles, on peut retrouver une dizaine de résidus de pesticides.
Donc ces pesticides sont évalués individuellement. Donc on va nous dire qu'un pesticide est réglementé, voilà, enfin en tout cas est réglementé et qu'il n'y a pas de problème, sauf qu'on n'en retrouve pas un, on en retrouve une dizaine. Donc ça c'est le premier point. Et puis donc on ne connaît pas la toxicité des cocktails. En tout cas c'est pas établi, c'est très dur à établir même au niveau scientifique. On ne peut pas tester tous les cocktails de tous les pesticides qu'on retrouve sur les fruits. Et puis, il y a aussi, ce que j'aime bien véhiculer comme idée aussi, c'est que derrière un produit qui a été traité, il y a des agriculteurs qui ont manipulé les pesticides et qui se sont donc exposés à des doses beaucoup plus fortes, très fortes. Et puis, il y a aussi les populations riveraines, c'est-à-dire ceux qui vivent à proximité des zones de traitement. Et on sait, au niveau épidémiologique, qu'il y a des augmentations de certains cancers, notamment des cancers pédiatriques, dans les zones viticoles en particulier. Donc, en fait, en tant que consommateur, on peut se poser la question de la dangerosité de la fraise qui est bio ou pas bio, donc avec ou sans pesticides. Mais derrière, il y a aussi tout un système d'exposition qui vont au-delà du bénéfice-risque de manger une fraise contaminée et qui engendre, qui a des enjeux sociaux forts. C'est important. Ouais. Il y a Roncelouve dans le chat qui demande est-ce qu'en bio, il y a quand même des traitements? Alors oui, il y en a. Il y a des listes en tout cas, de pesticides autorisés qui sont, on va dire, choisis plus pour être moins nocifs pour la santé et moins rémanents aussi, c'est-à-dire qu'ils ne persistent pas dans l'environnement. Après, il y a quand même des pratiques agricoles dans le bio qui visent à utiliser un minimum de ces pesticides-là et aussi à utiliser qu'à partir du moment où il y a un problème. Dans l'agriculture intensive, il y a des traitements systématiques aux pesticides, c'est-à-dire que les récoltes sont enrobées de pesticides avant même qu'on sache s'il va y avoir des ravageurs. Donc en fait, on traite... c'est comme si on vous donnait des antibiotiques... toute votre vie, juste pour essayer de ne pas choper une bactérie pathogène. Donc c'est les traitements systématiques et malheureusement, ça expose de façon inutile et puis ça rend aussi de nombreuses espèces résistantes à ces pesticides, ce qui fait qu'on est obligé d'en utiliser plus. Donc c'est un engrenage qui est vraiment à éviter. Bon, si on fait le bilan de tout ce dont on a parlé jusque-là ensemble, on a parlé des pesticides, on a parlé de nutrition, on a parlé de changement climatique, on a parlé d'exposomes, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce sont des sujets complexes. Moi, j'ai l'impression que c'est le premier truc qui vient, c'est que c'est plus compliqué de travailler là-dessus parce que ça nécessite de la transversalité. Tu viens de donner l'exemple de quand il y a plusieurs pesticides sur un même fruit. En fait, personne n'a fait d'études sur le fait qu'il y en ait plusieurs. On les a étudiés les uns à côté des autres. C'est un très bon exemple de, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça et pourtant vous continuez à travailler dessus. Emmanuel? Non, mais c'est des sujets complexes et en même temps je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette complexité. Par exemple sur les questions de PFAS par exemple qui ont été interdits, donc on les a interdits, on a interdit 1 ou 2 PFAS sur les dizaines de milliers dans certaines applications et je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait eu une mobilisation des salariés de SEB qui avaient obtenu que en fait, les PFAS restent autorisés dans les instruments culinaires. Donc on voit bien là les questions de rapport de force. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion aussi chez certains chercheurs de dire est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir en termes d'usage essentiel? Parce que les PFAS, par exemple, on les utilise aussi à l'hôpital, dans certains dispositifs médicaux, où là on peut se dire qu'il y a peut-être un intérêt global pour la société de se dire on prend le risque d'utiliser certains produits chimiques dangereux parce qu'ils ont une plus-value, ils aident à mettre en place des dispositifs de santé, etc. Donc il faut aussi qu'on apprenne aussi à avoir des prises supplémentaires sur les enjeux pour plus avoir cette impression justement qu'on est submergé par des questions qui sont trop complexes et vis-à-vis desquelles on a du mal à avoir prise. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait je vous ai bien écouté, l'air que je respire est dégueulasse, l'eau que je bois est dégueulasse, la nourriture que je mange est dégueulasse, et si ça se trouve, l'antenne 5G d'à côté de chez moi, elle m'envoie des ondes, elles aussi nocives. Est-ce que ce genre de conclusion-là, vous les comprenez de la part de gens qui, du coup, ont peur, en fait? Ont peur de tout, ont peur de manger, peur de boire, peur de respirer, peur de s'exposer, parce que l'extérieur a l'air d'être méchant, quoi. Oui. On n'a pas. Moi, je sais que les toxicologues, on nous dit que plus personne ne veut manger avec nous. Oui, c'est ça. Mais, je t'inviterai pas au resto. Mais bon, après, c'est que finalement, si on revient à
des questions de bon sens et ce qui est une qualité de vie, finalement, c'est pas non plus, on n'est pas non plus démunis en termes de moyens pour agir et améliorer sa santé. Et il y a aussi, je pense, des choix à faire et des engagements à prendre aussi, hein, au niveau politique, c'est-à-dire de refuser aussi de subir finalement des choix politiques d'acceptation d'un certain type de pollution ou de mauvaise qualité de vie, où ça, faut pas faire que subir en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que, il y a un facteur individuel. Forcément, et ça peut être anxiogène, mais il faut penser aux enjeux collectifs. Comme on le disait, une société plus égalitaire, on a tous à y gagner, même en termes de santé. Donc il y a une prise de conscience aussi de mettre d'être aussi proprement acteur de sa santé. Emmanuel, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur? Est-ce que la peur est un moteur utile? La peur peut être un moteur utile au sens où ça peut pousser à des mobilisations, à des formes justement de chercher à avoir une meilleure prise sur les enjeux. Donc la peur, si elle reste à nous figer dans le fait qu'on est débordé, parce que c'est vrai que c'est un peu le travail que fait le centre de Stockholm sur les limites planétaires. C'est vrai que quand on additionne le changement climatique, l'accumulation de produits chimiques dans l'environnement, la réduction de la biodiversité, c'est vrai qu'on est dans une situation à un moment donné de l'évolution justement de la planète où on est face à des inquiétudes qui sont légitimes, mais justement face à ces inquiétudes et cette peur, je pense qu'il faut en effet réfléchir à la fois individuellement ce qu'on peut avoir comme prise, mais surtout je pense qu'on est face à des changements structurels qu'il faut savoir appréhender et poser en termes de débat public, parce que je pense que ce qui joue aussi, c'est le fait que au final on parle assez peu, enfin on en parle, mais en tout cas on parle assez peu justement de la mise en balance des risques et des bénéfices en fait. Quand on interdit un produit, est-ce qu'on réfléchit à justement qu'est-ce qu'on a à gagner à garder certains usages ou pas, et donc c'est vrai qu'il faut qu'on rentre aussi dans un débat collectif plus ouvert et qui permette de prendre en compte justement les tenants et les aboutissants de ces différentes questions. On va parler des solutions et on va parler de recherche dans la deuxième partie donc de cette émission qu'on va commencer maintenant. Valérie va nous rejoindre, Valérie Lemarchandel, donc la directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale, qui va nous rejoindre en plateau. Je voulais vous demander, sur tous ces enjeux qu'on a abordés jusque-là, coucou Valérie, de retour parmi nous, on va parler de recherche et des solutions. Est-ce qu'on arrive à estimer combien il y a de chercheurs ou combien d'équipes qui bossent sur les enjeux de santé et d'environnement? Très peu. Ah ouais? Ouais. Oui. À quoi En tout cas, tu te sens seule? En biologie. Oui, enfin en tout cas... En proportion en proportion sur la recherche française en général, oui, c'est quand même plutôt peu. D'accord. Quelles sont les différentes disciplines qui interviennent dans les travaux de recherche autour des enjeux d'environnement et de santé? Alors, je vais peut-être parler. Moi, je travaille à l'IRSET, donc il y a l'Institut de recherche santé, environnement, travail à Rennes, où là, il y a des toxicologues, des épidémiologistes, des sociologues, des économistes, des chimistes aussi pour évaluer tout ce qui est substances chimiques. Oui, c'est déjà bien. Plus en proximité avec l'hôpital. Donc ça aide, mais c'est le centre qui fait référence en France. Mais il est tout seul pour l'instant. Alors qu'il y a des centres de cancérologie à peu près dans toutes les grandes villes universitaires. Oui, Emmanuel. Oui, moi je veux bien ajouter. Toi qui es sociologue. Oui, voilà, justement sur la place des sciences humaines et sociales autour de ces questions, je pense qu'il y a un vrai enjeu parce qu'il y a un risque à ce que ces questions-là soient appréhendées simplement sous un angle technique, biologique, etc. Alors qu'on l'a vu sur la question des pesticides, du réchauffement, de la place du travail. En fait, ces questions, elles sont complètement prises dans des enjeux économiques, sociaux, d'inégalité, de connaissance aussi de la société et des circonstances d'exposition en tant que telles, en fait, sociales, familiales, liées à l'éducation. Donc c'est vrai que c'est important et je pense s'il y a peu de chercheurs en général sur les questions de santé environnementale, il y a encore moins de chercheurs en sciences humaines et sociales et je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que les communautés des différentes disciplines des sciences humaines et sociales, qu'elles prennent aussi en compte prioritairement ces enjeux-là. Oui, il y a un vrai enjeu à attirer des équipes qui aujourd'hui ne s'intéressent pas forcément à ces sujets-là.
Oui, vous, Valérie, qu'est-ce que vous faites du coup au sein de la FRM pour essayer d'aller chercher ces équipes-là? Ça fait partie des appels à projets que vous faites, par exemple? Bien sûr. En fait, nous, on est assez fiers à la Fondation d'avoir d'avoir fait de la santé environnementale un des axes prioritaires de financement de la FRM il y a déjà 5 ans. Et depuis là 2 ans, on est totalement convaincus, on essaie de faire ce qu'il faut pour que la prise en charge des inégalités sociales fasse partie de l'ensemble. Donc on a à cœur de soutenir des projets clairement interdisciplinaires comme celui de Laurence, qui intègrent dès le départ les sciences biomédicales avec les sciences humaines et sociales. Comment est-ce que travaillent les chercheurs? C'est une question, moi là pour le coup, c'est une question très naïve, c'est-à-dire je me demande comment bossent les chercheurs, j'imagine bien avec une pipette, un béquer et une blouse blanche, c'est un peu le cliché du laboratoire de recherche. En fait, c'est plus subtil que ça. Tu nous expliquais tout à l'heure que vous travaillez en allant chercher auprès des instances européennes les dossiers qui ont été déposés par les industriels pour aller les décortiquer, etc. Voilà, c'est un autre type de travail. Pour intégrer différentes approches. Donc, l'approche expérimentale, ça permet de prédire des effets toxiques. Donc, ça permet d'être en amont des effets toxiques qu'on peut observer dans la population et qui est évalué par l'épidémiologie. Donc ça, c'est très important de le faire. Donc soit sur des modèles cellulaires, donc en fait on cultive des cellules humaines pour essayer de voir si elles deviennent cancéreuses. C'est ça que je fais. Mon cœur de métier, c'était ça, je vais parler au passé. Mais après, on peut faire des expérimentations sur certains modèles. On travaille, nous, sur le poisson zèbre pour essayer de prédire certains effets toxiques. Mais ensuite, en fait, l'idée est de combiner les connaissances et les connaissances qui sont produites dans d'autres disciplines. Donc, c'est beaucoup de lecture, de recherche, de documentation. Et puis, quand on se plonge dans les dossiers réglementaires, alors là, c'est... Moi, j'appelle ça de l'archéologie. C'est l'archéologie, c'est que du bonheur. Les dossiers réglementaires européens, j'adore. Voilà. C'est un enfer. Non, mais vraiment, mais c'est très intéressant, puisque ce sont quand même des données biologiques, et on regarde comment elles sont interprétées et retenues ou écartées pour autoriser la substance. Alors, il y en a d'autres qui font de la recherche, qui, eux, ont l'air d'être bien dotés, bien financés et bien nombreux. Ce sont les industriels. Vous le disiez tout à l'heure, les industriels, ils ont de la recherche de très haute technologie. Vous aviez l'air presque impressionné quand vous en parliez de ces équipes qu'ont les industriels pour mettre au point leurs différents produits sur lesquels vous, derrière, vous n'êtes pas assez nombreux pour chercher. Est-ce que c'est un cliché juste ou est-ce que je me trompe? Non, c'est probablement juste. Après, moi, j'ai jamais travaillé dans le privé, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'accès, en tout cas, les manips, ça coûte cher, donc l'accès au financement pour faire développer telle ou telle étude, c'est peut-être, il y a plus d'argent qui est en jeu. Il y a peut-être une efficacité aussi dans la façon dont on gère la recherche. Donc c'est vrai que, en tout cas, dans les laboratoires, maintenant, depuis les années 2000, en fait, on est quand même passé sur des financements sur la base de contrats. Il y a moins de fonds récurrents. Et pour des disciplines comme la toxicologie, ça fait beaucoup de mal, puisque les fonds privés sont arrivés dans les labos. C'est-à-dire qu'il était plus facile d'avoir, même, nous, ça a été le cas, des propositions pour qu'on bosse pour Bayer ou Syngenta, pour faire des études. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est qu'on est en conflit d'intérêts sur notre propre objet d'étude, et ce qui fait que ça peut ralentir aussi l'émergence de preuves scientifiques, voire même produire des études leurres, c'est-à-dire des études qui vont tenter de minimiser les effets des toxiques. Et qui créent donc un bruit sur la preuve et qui créent des controverses. Donc tout ça, en fait, ça a vraiment eu un effet assez délétère. Emmanuel, comment est-ce qu'elle est garantie, l'indépendance des chercheurs, justement, par rapport aux industriels? Justement, c'est une difficulté. Ce que montre, il y a eu tout un courant de recherche de sociologie des sciences qui s'est intéressé à la production, ce qu'on appelle la production d'ignorance, en fait. C'est-à-dire que la sociologie des sciences était beaucoup intéressée à comment est-ce qu'on constitue des connaissances, comment est-ce qu'on confirme la toxicité de certains produits. Mais ce qu'on montre depuis plusieurs années maintenant, c'est que un certain nombre d'acteurs, notamment les industriels, ont aussi intérêt à garder par devers eux certaines études ou à pas financer certaines autres, et donc à produire de l'ignorance sur certains liens. Alors, le cas le plus connu, c'est l'industrie du tabac, mais on a aussi des exemples dans le cas justement, les PFAS, ça a été bien démontré aussi. Donc, dans toute une série de domaines où on a eu accès à des archives de l'industrie. Le climat aussi.
Sur le climat, voilà, avec les industries pétrolières, etc. Donc, c'est vrai qu'on a maintenant documenté un certain nombre d'exemples dans lesquels, justement, on a ces mécanismes de production d'ignorance. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois une puissance très forte de production de connaissances qui va surtout s'intéresser, justement, aux recherches d'innovation pour la mise sur le marché de nouveaux produits, etc. Sur les nanotechnologies, par exemple, on voit bien qu'il y a tout un intérêt des industriels à financer des recherches dans ce domaine-là. Mais par contre, tout ce qui va être étude d'impact, justement, toxicologie, études d'effets néfastes de certains produits, ils vont plutôt être cherchés à être masqués ou à pas être financés. Donc on est face à ces difficultés-là. Et le problème, c'est que beaucoup de la réglementation s'appuie sur les données de l'industrie, en fait. Ce que va demander l'Agence européenne des produits chimiques, c'est pas tellement les études d'universités ou d'organismes publics, mais c'est que les industriels qui produisent des produits chimiques leur fournissent leurs données, avec ce risque justement que les industriels vont fournir le minimum de ce qui leur est demandé. Ce qui les arrange. C'est là qu'on voit l'importance de la FRM dans son financement qui garantit aussi l'indépendance des chercheurs. Ouais, tu as raison. Ouais. Et ça, c'est hyper important. L'indépendance, oui. Y a quelqu'un qui pose une question dans le chat sur les nouvelles technologies, sur l'avenir. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, il y a des nouvelles voies qui s'ouvrent vers des outils plus précis et discriminants que les pesticides, par exemple ? Est-ce qu'on voit arriver des nouvelles choses? Il donne l'exemple de l'intelligence artificielle, des lasers, etc. En agriculture directement, ouais, il y a des recherches autour de l'agriculture numérique, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est assez méfiant, un certain nombre à se méfier technosolutionnisme. Voilà. Que les solutions au réchauffement ne vont pas être uniquement des nouvelles innovations qui vont et les solutions non plus aux différentes pollutions chimiques vont pas être non plus venir de nouvelles innovations techniques. En tout cas, il y a peu de chance. Bon, vous êtes pas super. En tout cas, vous êtes prudent vis-à-vis des annonces, des nouveautés, des trucs qui font beaucoup de bruit dans les médias. D'ailleurs, il y a beaucoup d'industriels. La ferme de l'avenir, la ferme de demain, tout ça, ça claque, c'est joli, ça fait un sujet aux 20h, mais en vrai, c'est pas une solution. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Un autre sujet important vis-à-vis des chercheurs, c'est le rôle de lanceur d'alerte. Est-ce que vous avez ce rôle de lanceur d'alerte, vous les chercheurs, quand vous travaillez sur ces sujets, pour tirer la sonnette d'alarme bien fort en disant attention, il y a des enjeux de santé là assez phénoménaux derrière tel produit, derrière tel. Alors moi, c'est malheureusement assez triste qu'on en vienne à parler d'un lanceur d'alerte à partir du moment où on travaille sur la toxicité de substances. Pourquoi ? Puisque ça relève simplement de notre travail. C'est-à-dire que si moi, le but c'est d'identifier des substances cancérigènes, faire état de ce que je trouve, ça ne devrait pas être pris comme un lancement d'alerte, ça devrait être pris juste comme une info, voilà, et que tout le monde devrait le faire. Donc malheureusement, la position d'un lanceur d'alerte, c'est que souvent ça isole des chercheurs parce que c'est des personnes qui osent prendre la parole et qui s'exposent alors que finalement on fait juste notre travail en fait. Donc c'est ça qui est un peu difficile à tenir et qui peut parfois justement nous rendre plus vulnérables dans les découvertes qu'on fait. Donc, je ne sais pas si tu veux... Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est vrai que il y a des lanceurs d'alerte issus des milieux de la recherche, mais c'est aussi des salariés d'une entreprise qui vont alerter sur un risque dont qu'ils connaissent, etc. Et c'est vrai que même s'il y a eu des progrès dans la réglementation, c'est vrai que ces lanceurs d'alerte, ils sont insuffisamment protégés. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même encore un travail systématique à faire pour qu'on ait justement cette possibilité d'être à l'écoute justement des alertes qui peuvent venir justement de la recherche, mais aussi d'autres acteurs qui sont informés de dangers particuliers. Valérie, c'est quelque chose que vous promouvez, vous, à la FRM, le fait que les recherches soient utiles à l'alerte du public ? Tout à fait. En tout cas, notamment sur ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on a fait de la santé environnementale un axe prioritaire ? C'était déjà de contribuer à produire des nouvelles connaissances et que ces connaissances-là elles soient connues, donc elles servent à la fois quelque part à alerter le grand public en tout cas et de contribuer aussi quelque part à alimenter les entre guillemets décideurs pour établir des politiques de prévention ou les guider dans des décisions publiques. Mais je comprends que le chemin est long et souvent semé d'embûches. Donc, c'est pas si simple en fait. Mais en tout cas, nous, à la Fondation, on est vraiment convaincus de cela, quoi. C'est la recherche et doit apporter ça. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, mais les connaissances sont encore
bien trop lacunaire. Voilà. C'est ça. Alors, tu as parlé des pouvoirs publics. L'enjeu, le but, c'est d'arriver à la réglementation. Ça peut être l'interdiction, l'encadrement, la limitation de l'usage des substances qui ont été identifiées par les scientifiques comme étant potentiellement dangereuses pour la santé. À quel moment est-ce que les pouvoirs publics ils interviennent? Est-ce qu'ils interviennent toujours trop tard? Est-ce qu'ils interviennent parfois trop en amont? Comment vous les sentez, les pouvoirs publics sur la prise de réglementation pour limiter l'usage de substances potentiellement dangereuses pour la santé? Après, peut-être de l'expérience qu'on a sur les SDHI, il est évident qu'avant l'alerte, pour le coup, ils n'avaient pas du tout identifié de problème. Okay. Mais c'est parce qu'ils sont aussi dans un système qui leur empêche de voir. Chaque pesticide est autorisé isolément. Donc quand nous, on a posé la question d'une famille qui bloquaient la respiration cellulaire, en fait, ils les avaient jamais regardés ensemble. Donc, et là, il me dit, oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Oui, bon, alors on va essayer de faire autrement pour mieux voir. Et c'est vrai qu'on a dû les pousser. Ouais. Mais en tout cas, actuellement, la position donc, de l'agence sanitaire en France, qui est l'ANSES, elle reste assez isolée par rapport à ce qui se passe au niveau européen. Et en fait, c'est au niveau européen que ça se joue. Mais c'est vrai que c'est un système très, très inerte, en fait, pour faire bouger. Alors, c'était ma prochaine question, justement. À quel niveau ça se joue? Est-ce que c'est au niveau français que la réglementation se prenne? Est-ce que c'est au niveau européen? Parce qu'on est dans un marché commun. Il se trouve qu'on est à quelques jours des élections européennes. Parlons-en. L'Union européenne est une force de réglementation des produits mis sur le marché européen. Est-ce que, du coup, ça concerne... Est-ce que l'Union européenne est suffisamment dotée de moyens pour limiter les produits dangereux pour la santé? Alors on peut, par rapport à, donc il y a la première difficulté, c'est qu'en fait on est face à un peu un millefeuille de réglementation. On parlait des réglementations des pesticides, mais il y a des réglementations spécifiques sur les cosmétiques, sur l'alimentation, etc. Donc chaque domaine est un peu déjà régulé dans son domaine. Mais il y a eu quand même une innovation assez importante au milieu des années 2000. Donc en 2006, il y a eu une réglementation qui se voulait transversale sur l'ensemble des produits chimiques, la réglementation REACH, sur l'enregistrement de l'ensemble des substances chimiques et qui avait pour ambition de dire qu'on était, le slogan c'était no data, no market, c'est-à-dire si les industriels ne donnaient pas un minimum d'informations sur leurs produits, on n'autorisait pas les produits sur le marché. Et la difficulté dans toutes ces réglementations, donc c'était une réglementation qui était plutôt très attendue, où dans un premier temps la Commission européenne a été assez ambitieuse dans son programme, et puis comme toujours il y a eu du lobbying, du travail assez dans les couloirs justement de Bruxelles et de Strasbourg, etc. Et au final, la réglementation finale a été plus souple qu'attendue, c'est-à-dire au début on devait autoriser tous les produits à partir d'1 tonne de production à l'échelle de l'Europe. En fait, on a eu quelque chose de dégressif entre 1 et 1000 tonnes, donc, alors que l'essentiel des produits chimiques sont utilisés à peu près autour de 10 tonnes à l'échelle européenne, etc. Donc toutes les réglementations, elles ont des avantages par rapport à la situation antérieure, mais en même temps, elles laissent beaucoup de points aveugles. D'accord. Après, la France, en tout cas, est quand même... disons qu'on ne peut pas autoriser une substance qui n'est pas autorisée au niveau européen, mais par contre, elle a quand même son autonomie si elle décide de... Elle peut aller plus loin que l'Europe. Elle peut toujours aller plus vite et plus loin. En arrivant quand même à le justifier et à ne pas se faire poursuivre aussi par les industriels. Même. Il y a un truc qu'on connaît tous, même sans y prêter attention, c'est les normes CE. Les normes CE, vous savez, sur les jouets, les enfants c'est interdit de vendre des jouets pour les enfants qui ne sont pas aux normes, notamment sur la peinture qui est utilisée, si jamais le bébé lèche le type de plastique utilisé, le type de revêtement, etc. C'est un enjeu important. Enfin, je veux dire, l'Union européenne est l'une des rares forces régulatrices comme ça au monde. Donc c'est quelque chose aussi d'important, l'Europe, pour la réglementation. Valérie ? Oui. Oui, c'est important. Je pense que c'est même indispensable pour fixer un certain nombre de règles, quoi. Mais
Disons qu'on voit beaucoup la différence quand il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Surtout ça. Parce qu'on a toujours, enfin moi malheureusement c'est un peu le travail, c'est d'identifier les lacunes et les failles. Mais pour avoir bossé en Tanzanie justement sur la réglementation ou la non-réglementation très forte des pesticides, on voit les problèmes que ça pose aussi. Donc évidemment qu'il y a la réglementation apporte des bénéfices, mais pour l'instant, elle est clairement pas suffisante, en tout cas. Là, dans la campagne des élections européennes, moi, je n'en ai pas du tout entendu parler des enjeux d'environnement et de santé. Vraiment, j'en ai pas du tout. Je ne sais pas si vous avez un petit peu les pesticides. Il y a un petit peu les pesticides, un petit peu les cancers pédiatriques aussi. Les cancers pédiatriques aussi, ça a été abordé. Voilà, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le problème de ces enjeux-là, c'est qu'ils sont souvent abordés sous un angle très technique, en fait. Parce que c'est vrai que il va y avoir des valeurs seuil qui vont être adoptées pour certains produits chimiques, qui vont être adoptés justement produit par produit à nouveau. Et donc, c'est vrai que c'est des enjeux qui nécessitent justement une connaissance d'instruments techniques qui sont souvent assez difficile à débattre justement dans des arènes larges comme des élections européennes. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté aussi des types d'instruments qui sont utilisés pour ces régulations. Il y a le rôle important des médias aussi dans cet enjeu. Tu en parlais tout à l'heure, Valérie, la FRM se donne pour mission de faire de la pub, c'est pas le bon mot, mais de mettre en avant le travail des chercheurs. Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chercheurs sur un plateau télé. Ou à la radio. Ces gens-là ne sont pas invités. C'est aussi une réalité du débat public. Le fait que la réglementation n'avance pas parce que les enjeux ne sont pas visibles, ne sont pas rendus visibles par ceux qui ont pour mission de les rendre visibles, que sont les chercheurs. C'est quelque chose que vous partagez, ça, l'importance du rôle des médias ? Oui, le rôle des médias est important. En même temps, par exemple, sur le changement climatique, on a eu quand même tout un certain nombre de chercheurs qui ont pris des prises de position importantes, qui sont écoutés. C'est vrai que je pense que le problème, c'est que la démonstration scientifique ne suffit pas non plus à la prise de décision. En fait, on l'a vu sur l'exemple des mobilisations dans le monde agricole. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits dont on sait qu'ils sont dangereux, qui sont cancérogènes, etc., et qui ne vont pas être régulés ou insuffisamment. Donc c'est vrai que les connaissances scientifiques sont importantes, mais c'est souvent pas un facteur suffisant pour une prise de décision, en fait. Oui, c'est quand même pour moi, j'ai quand même le sentiment que c'est le socle indispensable. Alors peut-être, je sais pas, la connaissance scientifique et porter la connaissance scientifique au plus grand nombre. Mais moi, je me pose la question de. Vous êtes chercheur, vous êtes aussi citoyen. Est-ce que de la part de vos tutelles, vous auriez besoin d'un accompagnement supplémentaire pour justement aller porter cette parole? Alors, on parle des médias, mais il n'y a pas que les médias. Il y a plusieurs niveaux. Moi je pense qu'on manque des médias avec aussi une certaine formation à ce que produit la science et ce qu'on peut en dire et ne pas en dire. Parce qu'il y a des fois des débats qui sont animés de façon assez binaire et ils veulent des messages courts. C'est effectivement la parole du scientifique. Donc du coup, des fois, les scientifiques, on dit mais c'est quoi ces questions? Donc il y a ce problème-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau, en tout cas à l'INRAE, on nous incite beaucoup. On a un soutien, tout ce qui est formation, média training, etc., pour répondre quand on est sur des enjeux de société forts, ils savent qu'on va être sollicité. Mais par contre, ce qui manque, c'est peut-être plus des accompagnements ciblés sur des thématiques ciblées. Parce que quand on communique, en tout cas sur les pesticides, il est clair que ça fait beaucoup de bruit et ça perturbe notre qualité de travail par ailleurs aussi. Comme en tant que chercheur. Une autre époque, ça a été la question des OGM, par exemple. Donc ça fait peur à un certain nombre de scientifiques qui des fois même décident de ne plus bosser sur les pesticides. Mais ceux qui n'osent pas communiquer ou qui par peur d'avoir des intimidations, parce qu'on peut parler de ça, ils vont préférer avoir des conclusions beaucoup moins, plus neutre, et ça va pas informer le grand public de la réalité des choses. Donc ça, ce côté interaction avec médias et puis peut-être protection derrière aussi qu'il faudrait mettre en place. Valérie, c'est quoi le rôle de la FRM dans la diffusion de l'information scientifique? On a un rôle, important parce qu'on est effectivement en contact direct avec des chercheurs dont on soutient les projets et qu'on accompagne aussi par ailleurs. Donc moi, je pense que c'est aussi ça fait partie de notre mission sociale et c'est quelque part de notre devoir
de contribuer à faire en sorte que les connaissances scientifiques, voilà, là encore, produites via les projets soutenus par l'AFRM et soutenus par nos donateurs, soient portées à la connaissance de tous, quoi. Les connaissances scientifiques, elles sont faites pour être partagées et pas qu'au sein de la communauté scientifique, en tout cas. Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de la qualité des débats dans le débat public? C'est un peu ce que disait Laurent, c'est-à-dire souvent on est quand même, quand les médias, après il y a différents types de médias, il y a des médias plus spécialisés sur des questions, mais c'est vrai que quand on est sur des formats courts, où il faut en effet répondre à oui ou non à une question, c'est vrai que c'est assez difficile de faire entrer des nuances sur des prises de position. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, qu'on a besoin d'espace où aussi il faut prendre en compte par exemple ce qu'apporte une technologie, ses impacts négatifs, et pouvoir mettre en balance les deux. C'est-à-dire c'est pas la même chose d'utiliser un produit chimique pour des vêtements d'usage quotidien, ou pour des vêtements de pompiers dans un usage très précis. Donc si on avait des espaces pour avoir des débats un peu plus approfondis, ou des espaces où les citoyens aussi puissent s'approprier ces questions-là, je pense que ça changerait aussi la qualité des débats sur ces questions, qui ne sont pas des questions, en effet, où on peut répondre par oui ou par non, et où on a besoin à la fois d'avoir un éclairage scientifique, mais où en même temps, l'éclairage scientifique ne peut pas être tout seul. Il faut aussi des prises de position de citoyens et de différents types de citoyens positionnés différemment dans les espaces sociaux, et donc qui vont avoir des représentations différentes des enjeux, des priorités, du rôle de l'État, etc. Est-ce que vous avez des exemples de réussite ? C'est-à-dire d'enjeux sur lesquels les scientifiques ont travaillé, ont fait des découvertes, des recherches, ont tiré la sonnette d'alarme, les pouvoirs publics les ont pris au sérieux, ils ont mis en place des réglementations. Moi, je pourrais donner l'amiante, par exemple. Oui, ça a été tardif. Ça a été tardif. C'est plus le temps, en fait. Oui, alors après, c'est vrai, par exemple, sur les questions de reconnaissance des maladies professionnelles, on a, depuis un certain nombre d'années, un certain progrès. C'est-à-dire les expositions aux pesticides et les maladies de Parkinson, certains cancers, etc. Donc, il y a des avancées, mais c'est vrai qu'on a quand même parfois l'impression, en tant que chercheur, qu'il y a des coins qui sont avancés comme ça. Si on prend l'exemple de l'amiante, en effet, alors déjà, c'était très tardif, mais il y a eu, au milieu des années 90, une bascule des politiques publiques dans ce domaine-là. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que ça n'a eu aucun effet d'entraînement sur tous les autres cancérogènes professionnels utilisés en milieu de travail. Ça a un petit coup de défaite quand même. On ne tire pas les leçons des erreurs du passé. Moi, c'est ça qui. C'est ça qui est quand même. Et c'est vrai que l'amiante, c'est le cas. Par exemple, les gaz d'échappement diesel, où on voit bien que ça a été démontré principalement, le caractère cancérogène des gaz d'échappement diesel, à partir de travailleurs exposés dans des mines, donc à très haut niveau. C'est à partir de là qu'on peut extrapoler sur des expositions environnementales, mais même chose entre le moment où on sait que c'est un produit qui est confirmé comme cancérogène depuis maintenant plus de 10 ans et le moment où on va prendre quand même des décisions, on voit bien qu'on est dans une temporalité des prises de décision qui sont quand même... Donc il y a des réussites, il y a des coins qui sont enfoncés, mais ça n'a pas l'entraînement qu'on voudrait que ça ait derrière. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles de l'importance de la mobilisation citoyenne. Est-ce que ça, c'est une des clés aussi du truc, que les chercheurs soient relayés par des mobilisations des citoyens qui prennent les choses en main? Ça illustre un peu ce qu'on disait. Des exemples par exemple, sur le cas de l'amiante, alors qu'il est un peu ancien maintenant, mais c'est vrai que les connaissances scientifiques, on les avait depuis les années 60. Le caractère cancérogène de l'amiante, il était démontré. Il y a eu un classement par le Centre international de recherche sur le cancer fin des années 70. Donc les données, elles étaient là. Et c'est vrai que c'est au moment où il y a eu une mobilisation citoyenne dans les années 90 qu'il y a eu une interdiction de l'amiante, une transformation des politiques publiques, etc. Donc il n'y aurait pas eu de données scientifiques à ce moment-là, sans doute la mobilisation n'aurait pas eu autant de prise. Mais par contre, c'est vrai que des connaissances scientifiques toutes seules, au final, elles ne sont pas prises par des acteurs sociaux et qui vont justement porter une mobilisation. Souvent, les transformations dans les politiques publiques ne vont pas se voir. On le voit bien justement sur les questions agricoles, où on a des avancées parfois, des reculs souvent. Donc c'est vrai que, et c'est très lié justement à l'état des rapports de force sociaux, en fait. Comment des groupes sociaux vont se mobiliser les uns par rapport aux autres. Laurence, est-ce que tu trouves la mobilisation citoyenne sur la question des pesticides suffisante ?
Elle s'est un peu atténuée, je trouve, par rapport... Enfin, j'ai évoqué tout à l'heure le glyphosate, mais c'est vrai qu'il y avait... vers 2018, voilà, il y avait plus de mobilisation, en tout cas entre 2015 et 2018. Là, ça revient, évidemment, puisque avec toute la... On va dire le mouvement agricole de protestation et de demande de rétropédalage sur la réglementation, sur le programme et les ambitions du programme Ecophyto. Mais il y a aussi, enfin peut-être je vais noter ça, mais il y a de plus en plus de laboratoires, d'instituts citoyens qui se montent. Ouais. Donc en image, donc il y a le premier qui a été fondé en France, c'est l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer. Mais c'est vrai que moi, je suis actuellement présidente de l'Institut citoyen de recherche en santé et environnement sur un secteur fortement touché par les cancers pédiatriques, donc au sud de Nantes. D'accord. Et là, en fait, du fait de l'inertie des pouvoirs publics, en tout cas pour reconnaître l'alerte sanitaire et puis pour mobiliser des enquêtes pour justement essayer de voir tous les facteurs cancérigènes présents sur le territoire, ben, les citoyens... Le collectif Stop au cancer de nos enfants a décidé de monter son propre institut de recherche pour que les questions de recherche soient formulées par les populations sur place et qu'on mobilise les scientifiques pour aller sur ces enjeux-là. Donc c'est des mobilisations citoyennes qui se structurent et qui finalement permettent de produire des connaissances scientifiques qui vont être directement mobilisables sur les territoires. Ok. On arrive dans la conclusion de notre émission. Regardons vers l'avenir. Vers quoi est-ce qu'on se dirige? C'est quoi, selon vous, les axes prioritaires en matière de santé et d'environnement dans les années qui viennent? Sur quoi vous voudriez, si vous aviez une baguette magique, pouvoir agir? C'est difficile de répondre comme ça, mais je dirais que c'est vrai que on se focalise beaucoup, je pense, sur le changement climatique en fait. Alors et à raison, hein, mais c'est vrai que le changement climatique est devenu le symbole des transformations de la planète, et en même temps, je pense que ça masque aussi justement ces atteintes à la biodiversité, la montée des pollutions chimiques, etc. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est encore peu médiatisé, mais il y a en fait après le GIEC, donc sur le changement climatique, l'équivalent pour la biodiversité, l'IPBES, en fait va être créé normalement dans les prochaines années, justement par les Nations Unies, justement un groupe d'experts autour des pollutions chimiques. Et je pense que en effet ces questions de pollution chimique, il faut qu'on les prenne en compte aussi à leur juste valeur. Alors c'est pas pour dire ça doit masquer les autres priorités, mais il faut qu'on arrive à voir ces questions de changement de façon globale. En fait, ces altérations de la planète de façon globale. Et toi, Laurence, t'en penses quoi? Les prochaines étapes pour toi, c'est quoi? Moi, disons que ce que j'attends, c'est qu'il y ait un profond changement. Et en tout cas, pour moi, le levier sur mes thématiques, c'est la transition agroécologique pour changer le modèle agricole. Et je pense qu'on pourra à la fois résoudre là, les thématiques que j'étudie, hein, la santé humaine, la santé au travail, la biodiversité. On fait face à la 6e extinction de masse. Et puis aussi, dans le choix du mode agricole et la façon dont on veut s'alimenter, gérer l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de production agricole pour faire des biocarburants. Donc tout ce côté où on pense quand même essence et voilà, énergie fossile. De changer aussi le système plus en profondeur, moi c'est plutôt ça... C'est une grosse baguette magique dont j'ai besoin, mais je pense qu'il y a vraiment nécessité, parce que tout est lié en fait. Donc il faut rentrer dans le cercle virtueux pour sortir de... Est-ce que vous avez de l'espoir? Oui. Oui, je pense. Non, mais très bien, ok. Non, mais le chantier est immense, mais c'est vrai que oui, il faut. Et c'est vrai qu'on. Alors c'est vrai qu'on a un côté, ce que disait Laurent, c'est vrai que c'est un côté déprimant un peu de travailler sur ces questions-là. Donc il faut. Mais c'est vrai qu'en même temps, je pense qu'en effet, si on travaille sur ces sujets-là, c'est aussi pour rendre plus facilement accessibles les données, pour les renseigner et pour avoir des leviers d'action pour changer les choses. Ouais. Valérie, c'est quoi les axes prioritaires de la Fondation pour la recherche médicale? Alors, les axes prioritaires sont la question de la santé environnementale. On avait, lors d'une autre émission, évoqué les maladies neurodégénératives. On a aussi la question de la médecine réparatrice
Et demain, il semblerait qu'on se positionne aussi sur un axe lié, qui est un peu lié d'ailleurs au sujet d'aujourd'hui, de la question de reproduction, fertilité. Voilà, altérée carrément, justement, carrément, ouais. Voilà, et ce qui concerne les maladies neurodégénératives, je pense, s'élargira à la question globale de la santé du cerveau, qui inclura à la fois les problématiques liées au développement, au neurodéveloppement, développement du système nerveux, et puis la santé mentale, bien sûr. Je précise que la FRM se mobilise en juin sur l'asthme et en juillet sur le changement climatique. Tout à fait, dans la continuité, de cette journée dédiée à l'environnement et de toutes nos prises de parole en lien avec cet axe. Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver la FRM ? On retrouve la FRM sur son site web, frm.org, www.frm.org. Et sur tous les réseaux sociaux suivez l'Insta, suivez le Twitter, le Facebook. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir ? Les personnes qui ont regardé cette émission, qui vous ont trouvé passionnant, qui ont envie de vous soutenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Emmanuel, on peut acheter ton livre ? Oui, on peut acheter mon livre. La fabrique des non-problèmes aux éditions Presse Sciences Po. Oui, non, c'est un livre, je pense, qui est assez accessible. Ok. Laurence, est-ce qu'on peut te soutenir d'une manière ou d'une autre ? Il y a un truc participatif. Je n'ai pas de livre à vendre encore, mais ça ne saurait tarder. Tu fais pas appel à des volontaires internautes pour répondre à des questionnaires de recherche? Justement aussi en faisant des dons à la FRM ou à d'autres. Voilà. Et peut-être aussi bien réfléchir au petit bulletin qu'on met dans l'urne ce week-end. Ça peut aider, parce qu'il faut savoir que les scientifiques, en fait, on est quand même reçus par les politiques. Ouais. Et des politiques qui sont sensibles à ces questions, ça peut faire beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas l'oublier. Oui, et puis c'est vrai que derrière, les politiques de recherche sont quand même beaucoup. Il y a des acteurs privés, la FRM, etc., qui sont très importants, mais c'est vrai que l'État joue un rôle très important, et c'est vrai que les politiques de recherche. Au niveau de l'Europe, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a des gros programmes européens qui sont. Absolument. Laurence, tu t'appelles Laurence Huck. Je rappelle que tu es toxicologue, directrice de recherche à l'INRAE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Emmanuel Henry, tu es sociologue, professeur à l'Université Paris-Dauphine PSL. Merci aussi d'avoir été avec nous. Valérie Lemarchandel, la directrice scientifique de la FRM. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire sur YouTube. Merci à vous. Bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao.